Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, le disciple de Paul Bourget. Il attendait les nouvelles de la seconde séance, et ce fut avec un saisissement qu'il entendit son père en raconter le détail. « Ah, mon bon André, que tu as eu raison de ne pas venir, quelle infamie, mais quelle infamie !» Gresloup a été interrogé. Il continue son système et refuse de parler. Ce n'est rien, mais les experts sont venus rapporter les résultats de leur analyse. Notre brave docteur d'abord. Sa voix tremblait, le cher homme, quand il a décrit son impression devant notre pauvre Charlotte, tu sais, à son entrée dans la chambre. Et puis le professeur Armand. Tu n'aurais pas supporté cette horrible chose, cette autopsie de notre angle étalée là devant cette table où il y avait bien 500 personnes. Et puis le chimiste de Paris, s'il restait encore un doute après cela. La fiole dont le monstre s'est servi était sur la table, je l'ai vue. Et puis, comment a-t-on osé? Son avocat, un avocat d'office pourtant, et qui n'a pas l'excuse d'être l'ami de son client, son avocat donc, comment te dire, il a demandé si Charlotte était morte vierge, si on l'avait examinée. Il y a eu un murmure de dégoût dans la salle, une indignation de tous. Elle, mon enfant si pur, si noble, une sainte. Je l'aurais souffleté, cet homme. Mais l'assassin en a été remué, lui que rien ne touche. Je l'ai vu à ce moment, il a pris sa tête dans ses mains et il a pleuré. Réponds, est-ce que cela ne devrait pas être défendu par la loi d'outrager ainsi une victime en plein tribunal ? Que croyait-il donc qu'elle avait eu un amant, elle, un amant ? L'indignation du vieillard était si forte que soudain il fondit en larmes. Le fils, en présence de cette touchante douleur, sentit lui aussi son cœur se fondre et les larmes lui venir, et les deux hommes s'embrassèrent sans se dire un mot. « Vois-tu, reprit le père quand il put parler, c'est là le côté affreux de ces débats, cette discussion en public sur des choses si intimes. Elle qui avait tant de pudeur pour ses moindres sentiments. Je te l'ai dit, je suis sûr qu'elle a été malheureuse tout l'hiver par l'absence de Maxime. Elle l'aimait, crois-moi, sans vouloir le montrer. C'est bien cela qui a exaspéré la jalousie de ce Gresloup. Quand il est arrivé dans la maison, qu'il l'a trouvée si gracieuse, si simple, il a cru pouvoir la séduire, l'épouser. Comment s'en serait-il douté, alors que moi-même, qui ai tant d'habitude des hommes, je n'ai rien deviné, rien vu. Et lancé sur cette route durant tout le dîner, puis durant toute la soirée, le marquis parla. Il goûtait cette consolation, la seule possible dans certaines crises, de se souvenir à haute voix. Ce culte religieux que leur malheureux père gardait à la morte était pour le fils, qui écoutait sans répondre, quelque chose de tragique en ce moment où il se préparait. À quoi ? Allait-il vraiment porter ce coup terrible au vieillard ? Retiré dans sa chambre avec ce grand silence d'une ville de province autour de sa méditation, il reprit la lettre de sa sœur, et il la relut. Quoiqu'il en sût par cœur toutes les phrases, il sortait de ces pages, tracées par cette main aujourd'hui à jamais immobile, un soupir si désespéré, un souffle d'agonie si triste et si navrant. L'illusion de la jeune fille avait été si folle, ses luttes si sincères, son réveil si amer, que le comte sentit de nouveau les larmes couler le long de ses joues. C'était la seconde fois qu'il pleurait dans la journée, lui qui, depuis la mort de Charlotte, avait gardé ses yeux secs et comme brûlés par la haine. Il se dit « Gresloup a tout mérité ». Il resta immobile quelques minutes et marchant vers la cheminée où le feu achevait de s'éteindre,
il posa sur la bûche à demi consumée les feuillets de la lettre. Il fit craquer une allumette et la glissa sous le papier. Il vit la ligne de flamme se développer tout autour, puis gagner la frêle écriture, puis transformer cette unique preuve du misérable amour et du suicide de la jeune fille en un débris noirâtre. Le frère acheva de mélanger ce débris aux cendres à coups de pincette. Il se coucha en disant tout haut « C'est fait ». Et il s'endormit. Comme au soir de sa première bataille, du sommeil assommé qui succède chez les hommes d'action aux grandes dépenses de volonté pour n'ouvrir les yeux, lui si matinal d'ordinaire qu'à 9 heures le lendemain. « Monsieur le marquis a défendu qu'on éveillât mon capitaine », répondit Pourra quand, appelé par son maître, il ouvrit les volets. Le soleil rayonnait dans un azur gai de fin d'hiver au lieu du ciel gris et bas de la veille. Il est parti voilà 1 heure. Mon capitaine sait qu'aujourd'hui on a dû amener l'accusé par le souterrain tant le monde est exalté contre lui. « Quel souterrain ?» demanda André. « Celui qui va de la maison d'arrêt au palais de justice. Il paraît qu'on l'emploie pour les grands criminels, ceux qui pourraient être écharpés. Ma foi, mon capitaine, si je le voyais passer celui-là, je crois bien que j'aurais un peu l'envie de lui tirer dessus avec mon revolver. Les chiens enragés, ça ne se juge pas, ça s'abat. Bon, continua-t-il, j'ai oublié les lettres de ce matin dans le salon. » Il revint après 1 minute, ayant à la main 3 enveloppes. André, qui jeta un regard sur les 2 premières, devina aussitôt à l'adresse de qui elles venaient. La 3e portait une suscription d'une écriture inconnue. Elle avait été adressée à Lunéville de Paris, puis dirigée sur Riom. Le comte la décacheta et lut les 3 lignes que Sixte avait griffonnées avant de prendre le train. Les mains de cet officier si brave et qui ne savait pas le sens du mot « peur » se mirent à trembler. Il devint pâle, comme la feuille qu'il tenait dans ses mains frémissantes, si pâle que Pourra lui-même demanda avec épouvante « Mon capitaine est malade ?» « Laisse-moi, » dit brusquement le comte, « je m'habillerai seul. » Il avait besoin en effet de se remettre du coup subit qui venait de le frapper. Il se trouvait donc quelqu'un au monde qui connaissait le mystère de la mort de Charlotte et qui n'était pas Robert Gresloup, car il avait vu des pages de la main du jeune homme et ce n'était pas son écriture. Ce fut une secousse de terreur, comme les hommes les plus courageux peuvent en ressentir devant un fait si absolument inattendu qu'il prend un caractère surnaturel. Le frère de Charlotte aurait vu sa sœur, là, devant lui, vivante, qu'il n'aurait pas été terrassé d'un étonnement plus effrayé. Quelqu'un savait le suicide de la jeune fille, et la lettre écrite par elle avant de mourir, et le reste peut-être. Et ce quelqu'un, ce témoin mystérieux de la vérité, que pensait-il de lui ? L'interrogation par laquelle se terminait le billet anonyme le disait assez. Subitement le comte se souvint de ce qu'il avait osé cette nuit. Il se rappela cette lettre jetée au feu, et la pourpre de la honte lui vint aux joues. Cette résolution prise la veille, et sur laquelle il avait dormi, il ne pouvait plus la tenir. Qu'un homme eût le droit de dire « Le comte de Jussat a commis une lâcheté », cela dépassait pour ce gentilhomme affamé d'honneur ce qu'il était capable de supporter. Son trouble de la veille, qu'il avait cru fini, se réveilla de nouveau, rendu plus intolérable par le retour de son père qui lui dit « On a entendu les témoins, j'ai déposé, mais ce qui a été dur, ça a été de me trouver dans la petite salle avant l'audience avec la mère de Gresloup. C'est une chance encore qu'elle ne soit pas descendue ici. Elle est à l'hôtel du commerce où elle a osé me supplier de venir pour causer avec elle dans une scène qu'elle m'a faite. Quelle scène! C'est une figure à ne pas l'oublier, une face sinistre, avec des yeux noirs qui ont comme un feu sombre dans les larmes.
Elle a marché sur moi et elle m'a parlé. Elle m'a adjuré de dire que son fils était innocent, que je le savais et que je n'avais pas le droit de déposer contre lui. Oui, la terrible scène. Et que le gendarme a dû interrompre, la malheureuse. Je ne peux pas lui en vouloir. C'est son fils. Quelle étrange chose qu'un scélérat comme celui-là puisse encore avoir un monde, un cœur qui l'aime ainsi, comme j'aimais Charlotte, comme je t'aime. N'importe, continua le cruel vieillard. Il est 1 heure, le procureur général va parler, puis la défense. Entre 5 et 6 heures, nous aurons le verdict. Que cela me rassasiera le cœur de le regarder pendant l'énoncé de la sentence. Ce n'est que juste. Il l'a tué. Il doit mourir. Entre 5 et 6 heures, quand le comte André se trouva seul, il recommença de se promener de long en large comme la veille, tandis que Pourrat desservait la table avec le valet de chambre de M. de Jussat. Ces 2 hommes ont raconté que jamais leur maître ne leur avait paru plus violemment inquiet que pendant les quelques 30 minutes qu'ils étaient demeurés à faire ce service. Leur stupeur fut grande lorsqu'il demanda qu'on lui préparât ses vêtements d'uniforme. En un quart d'heure, il fut prêt, et il quittait l'hôtel, lui qui avait refusé de sortir depuis les 3 jours qu'il était arrivé à Riom. Un détail fit frémir le brave Pourrat. Il constata que l'officier avait pris avec lui son revolver, posé depuis 2 jours sur la table de nuit. Le soldat se rappela ses propres discours et il communiqua ses craintes à son compagnon. « Si ce Gresloup est acquitté, dit-il, le capitaine est homme à lui brûler la cervelle, là, sur place. Nous devrions le suivre, peut-être, répondit le valet de chambre. Tandis que les 2 domestiques délibéraient, le comte suivait la grande rue qui conduit au palais de justice. Il la connaissait pour être venu souvent à Riom dans son enfance. Cette vieille ville parlementaire, avec ses grands hôtels aux hautes fenêtres, bâtis en pierre noire de Volvic, semblait plus vide, plus silencieuse, plus morte encore que d'habitude, tandis que le frère de Charlotte marchait vers la cour. Puis brusquement, aux abords du palais, c'était une foule serrée et qui remplissait l'étroite ruelle Saint-Louis par où l'on accède à la salle des assises. L'affaire Gresloup avait attiré tous ceux qui pouvaient disposer seulement d'1 heure. André eut de la peine à fendre les groupes composés de paysans venus de la campagne et de petits boutiquiers qui discutaient avec une animation passionnée. Il arriva devant les 2 marches qui mènent au vestibule. 2 soldats s'y tenaient chargés de contenir le peuple. Le comte sembla hésiter, puis au lieu d'entrer, il poussa jusqu'au bout de la ruelle. Il se trouva devant une terrasse plantée d'arbres nus et qui jetait entre les murs sinistres de la maison centrale et la masse sombre du palais, domine la plaine immense de la Limagne. Une fontaine en charme d'ordinaire le silence avec le bruit de son eau, et ce bruit restait perceptible encore malgré la rumeur de la foule pressée dans la rue voisine. André s'assit sur un banc près de cette fontaine. Depuis, il n'a jamais su expliquer pourquoi il était resté là plus d'1 demi-heure, ni quelle raison précise l'avait fait se lever, marcher vers l'entrée du palais, écrire son nom et quelques mots sur sa carte, donner cette carte à un soldat pour être porté par l'huissier au président. Il avait la sensation très nette d'agir presque malgré lui, et comme dans un songe. Sa résolution, néanmoins, était prise, et il sentait qu'elle ne faiblirait plus, quoiqu'il appréhendât avec une angoisse horrible de se retrouver en face de son père qui était là, par-delà ces gens dont il apercevait les têtes penchées, les nuques immobiles, les épaules voûtées. Il éprouva dans cette agonie qu'il traversait le seul soulagement qu'il put ressentir quand l'huissier vint le prendre. Car au lieu de l'introduire droit dans la salle, cet homme le conduisit par un couloir jusqu'à une petite pièce qui était sans doute le cabinet du président. Des dossiers y traînaient sur une table. Un pardessus et un chapeau étaient pendus à une patère. Arrivé là, son guide lui dit « Monsieur le Président va vous entendre aussitôt que Monsieur le procureur général aura fini. » Quelle consolation inattendue dans sa peine. Le supplice de déposer en public et devant son père lui serait donc épargné. Cette espérance fut de courte durée.
L'officier n'était pas depuis 10 minutes dans le cabinet du président que ce dernier entrait. Un grand vieillard à la face bistrée de bile, avec des cheveux gris, que l'opposition du rouge de la robe faisait paraître verdâtre. Dès les premiers mots, et devant l'affirmation du comte, il apportait la preuve de l'innocence de l'accusé. « Dans ces conditions, monsieur, dit le magistrat sur le visage de qui s'était comme posé un masque de stupeur, je ne peux recevoir vos confidences. L'audience va être reprise et vous allez être entendu comme témoin, pourvu que ni l'accusation ni la défense ne s'y opposent. » Ainsi, aucune des étapes de son calvaire ne serait évitée au frère de Charlotte. Il venait se heurter à cette machine impassible de la justice qui ne tient pas et qui ne peut pas tenir compte de la sensibilité humaine. Il lui fallut s'asseoir dans la chambre des témoins et se souvenir de la scène qui s'y était passée, si peu d'heures auparavant, entre son père et la mère de Gresloup, puis entrer de là dans la salle des assises. Il vit le mur nu, avec l'image du crucifié qui dominait cette salle, les têtes tournées vers lui dans une attention suprême, le président de nouveau entre ses assesseurs, le procureur général et l'avocat général assis dans leurs robes rouges, les jurés à gauche du tribunal. Robert Gresloup se tenait à droite, sur le banc des prévenus, les bras croisés, livide mais impassible. Et du monde se pressait partout derrière les magistrats, dans les tribunes. Au banc des témoins, André reconnut son père et ses cheveux blancs. Cette vue lui serra le cœur, son cœur qui pourtant ne défaillit pas quand le président, après avoir demandé au défenseur et au procureur général s'il ne s'opposait pas à l'audition du témoin, lui fit décliner ses noms et qualités et prêter serment suivant la formule. Les magistrats qui ont assisté à cette scène sont unanimes à dire qu'aucune émotion d'assises ne fut jamais comparable à celle qui saisit toute la salle et qui les saisit eux-mêmes quand cet homme, dont tous connaissaient le passé héroïque par les articles des journaux publiés à l'occasion du procès, commença d'une voix pourtant ferme, mais où l'on devinait l'atroce douleur. « Messieurs les jurés, je n'ai que 2 mots à dire. Ma sœur n'a pas été assassinée. Elle s'est tuée. La veille de sa mort, j'ai reçu une lettre d'elle où elle m'annonçait sa résolution de mourir et pourquoi... Messieurs, j'ai cru avoir le devoir de cacher ce suicide. J'ai brûlé cette lettre. Si l'homme que vous avez devant vous, et il montra Gresloup de sa main gauche en se tournant à demi vers l'accusé, n'a pas versé le poison, il a fait pire. Mais ce n'est pas de votre justice qu'il relève, et il ne doit pas être condamné comme assassin. Il est innocent. À défaut d'une preuve matérielle que je ne peux plus vous donner de cette innocence, je vous apporte ma parole. » Ces phrases tombaient une à une, dans une espèce d'angoisse de toute la salle. On entendit un cri, suivi d'un gémissement. « Il est fou !» disait une voix. « Il est fou, ne l'écoutez pas !»« Non, mon père !» reprit le comte André, qui reconnut l'accent du marquis et qui se tourna vers le vieillard comme écroulé sur son banc. « Je ne suis pas fou. J'ai fait ce que l'honneur exigeait. J'espère, monsieur le président, que l'on m'épargnera d'en dire davantage. » Il avait une supplication dans la voix, cet homme si fier, en disant cette dernière phrase. Et il fut si bien senti qu'un murmure passa dans la foule quand le président lui répondit « À mon grand regret, monsieur, je ne peux vous accorder ce que vous demandez. L'extrême gravité de la déposition que vous venez de faire ne permet pas à la justice d'en rester sur des indications que notre devoir, un douloureux devoir, mais un devoir, est de vous forcer à préciser. C'est bien, monsieur. Je ferai moi aussi mon devoir jusqu'au bout. » Il y eut dans l'accent avec lequel le témoin jeta cette phrase une telle résolution
que le murmure de la foule céda tout d'un coup la place au silence, et on entendit le président reprendre : « Vous avez parlé d'une lettre, monsieur, que vous aurez écrite mademoiselle votre sœur. Permettez-moi de dire qu'il est au moins extraordinaire que votre première idée n'ait pas été d'éclairer la justice en la lui communiquant. » Elle contenait, dit le comte, un secret que j'aurais voulu cacher au prix de mon sang. Il a raconté plus tard à l'ami qui resta si parfait jusqu'à la fin de ce drame, à ce Maxime de Plane, choisi par lui pour frère, que ça avait été le moment le plus terrible de son sacrifice, mais qu'à partir de cette minute, l'émotion fut comme supprimée en lui par son excès même. Les terribles détails de la lettre de la morte, il dut les donner, et raconter ses propres sensations, et tout confesser de ses agonies. Quant à ce qui suivit, il a déclaré lui-même qu'il s'en rappelait seulement quelques détails matériels et les plus inattendus. Le froid sous sa main d'une colonne de fer contre laquelle il s'appuya quand il dut s'asseoir au banc des témoins d'où l'on venait d'emporter son père qui s'était évanoui au dernier mot de sa déposition. Il a dit avoir remarqué aussi le traînant accent lorrain du procureur général qui se leva pour abandonner l'accusation. Combien de temps s'écoula-t-il entre cette phrase du procureur, le discours de l'avocat de Gresloup, la sortie du jury et sa rentrée avec un verdict négatif ? Il n'a jamais pu se rendre compte, non plus que de l'emploi de sa soirée quand la salle, une fois vidée, le gardien fut venu l'inviter à sortir à son tour. Il se souvient avoir marché devant lui très vite et très loin. Des bourgeois de Combronde qui rentraient après les assises le rencontrèrent sur la route de ce village. Il sortait d'une auberge où il avait écrit quelques lettres adressées, l'une à son père, l'autre à sa mère, une troisième à son colonel, une dernière à Maxime de Plane. À 9h, il frappait à la porte de l'hôtel du commerce où M. de Jussat lui avait dit que la mère de l'acquitté était descendue et il demandait au concierge si M. Gresloup était là. Ce garçon avait entendu le récit de la dramatique audience. Il devina rien qu'à l'uniforme du capitaine qui se trouvait devant lui, et il eut le bon sens de répondre que M. Robert Gresloup n'avait point paru. Malheureusement, il crut bien faire de monter aussitôt chez le jeune homme qui, sorti de prison depuis 1 heure, se trouvait avec sa mère et M. Adrien Sixte. Ce dernier n'avait pu résister aux supplications éperdues de la veuve qui, l'ayant rencontré dans le corridor de l'hôtel, l'avait conjuré de l'aider à raffermir son fils. « Monsieur, » dit cet homme à Robert après avoir demandé la permission de lui parler à part, « prenez garde, monsieur le comte de Jussat vous cherche. »« Où est-il » interrogea fiévreusement Gresloup. « Il ne doit pas avoir quitté la rue, » répondit le concierge. « Mais je lui ai dit que l'on ne vous avait pas vu ici. »« Vous avez eu tort, » répliqua Gresloup, et prenant son chapeau, il se précipita vers l'escalier. « Où vas-tu » implora sa mère. Le jeune homme ne répondit pas. Peut-être n'entendait-il même pas ce cri, tant il avait mis de vitesse à descendre les marches de l'escalier. L'idée que le comte André le croyait assez lâche pour se cacher de lui le bouleversait. Il n'eut pas longtemps à chercher son ennemi. Le comte était de l'autre côté de la rue, qui surveillait la porte. Robert le reconnut et marcha droit sur lui. « Vous avez à me parler, monsieur » lui demanda-t-il fièrement. « Oui, » dit le comte. « Je suis à vos ordres, » continua Gresloup, « pour telle réparation qu'il vous conviendra d'exiger de moi. Je ne quitterai pas Riom, je vous en donne ma parole. »« Non, monsieur, » répondit André de Jussat, « on ne se bat pas avec les hommes comme vous, on les exécute. » Il tira son revolver de sa poche, et comme l'autre, au lieu de fuir, se tenait devant lui et semblait lui dire « Osez !» il lui logea une balle dans la tête. On entendit à la fois de l'hôtel le bruit de la détonation, un cri d'agonie, et quand on accourut, on trouva le comte André debout contre le mur qui jeta son arme, et croisant les bras, dit simplement, en montrant le corps de l'amant de sa sœur à ses pieds, « J'ai fait justice. »
et il se laissa arrêter sans résistance. Durant la nuit qui suivit cette scène tragique, certes les admirateurs de la psychologie de Dieu, de la théorie des passions, de l'anatomie de la volonté eussent été bien étonnés s'ils avaient pu voir ce qui se passait dans la chambre numéro 3 de l'hôtel du commerce et lire dans la pensée de leur implacable et puissant maître. Au pied du lit où reposait un mort, le front bandé, se tenait agenouillée la mère de Robert Gresloup. Le grand négateur, assis sur une chaise, regardait cette femme prier, tour à tour, et ce mort qui avait été son disciple dormir du sommeil dont dormait aussi Charlotte de Jussat. Et pour la première fois, sentant sa pensée impuissante à le soutenir, cet analyste, presque inhumain à force de logique, s'humiliait, s'inclinait, s'abîmait devant le mystère impénétrable de la destinée. Les mots de la seule oraison qu'il se rappela de sa lointaine enfance, « Notre Père, qui êtes aux cieux », lui revenaient au cœur. Certes, il ne les prononçait pas. Peut-être ne les prononcerait-il jamais. Mais s'il existe, ce Père céleste, vers lequel grands et petits se tournent aux heures affreuses, comme vers le seul recours, n'est-ce pas la plus touchante des prières que ce besoin de prier ? Et si ce Père céleste n'existait pas, aurions-nous cette faim et cette soif de lui dans ces heures-là ? Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé. À cette minute même, et grâce à cette lucidité de pensée qui accompagne les savants dans toutes les crises, Adrien Sixte se rappela cette phrase admirable de Pascal dans son mystère de Jésus. Et quand la mère se releva, elle put le voir qui pleurait. Paris, septembre 1888. Clermont-Ferrand, mai 1889. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le disciple de Paul Bourget. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.